Très bien, très bien. La présentation. Donc, on verra les questions après les deux interventions. Très bien. Alors, Ok. j'enchaîne, du coup. Ouais, Alors, on y va, sans transition. Donc, Olivier Terral, je suis responsable des partenariats au sein de l'équipe mobilité électrique d'Enedis au niveau national. Donc, vous m'entendez bien, c'est bon? Oui. très bien, oui. Donc, je vais passer assez rapidement, mais sur la partie introductive. Donc, Enedis, bien évidemment, est fortement engagé pour accompagner le développement à grande échelle de la mobilité électrique. C'est devenu un vrai marché aujourd'hui et je pense que vous êtes aux premières loges pour vous positionner sur ce développement sur Paris et sur la première couronne, où on voit que là, les choses sont vraiment en train de s'accélérer fortement. On l'a évoqué, 90% de la recharge se fait à domicile et donc forcément la question des maisons individuelles, mais surtout la question des immeubles collectifs se pose. On a aussi évoqué, Jackie a évoqué tout à l'heure la recharge sur le lieu de travail ou dans les sites tertiaires. Je vais du coup me focaliser moi sur la partie plutôt immobilier d'habitation. Euh, donc, bien évidemment, si vous avez des questions complémentaires, je répondrai sur les autres cas, hein. Déjà, en premier lieu, sur les maisons individuelles, Enedis est finalement peu concerné parce que 85% des utilisateurs de véhicules électriques qui habitent en maison individuelle ne touchent même pas à l'abonnement de puissance de leur maison pour recharger leur voiture. Et ça, c'est grâce justement à l'optimisation de puissance qui se fait et à la recharge en dehors et en foisonnant avec les usages classiques. Lorsque l'on va se recharger en immeuble collectif, effectivement, on va avoir deux cas de figure, soit une démarche de type droit à la prise, donc avec une connexion individuelle sur un compteur, par exemple, services généraux, ou bien une démarche collective. Sur une démarche individuelle, que ce soit en maison individuelle ou que ce soit en immeuble collectif pour une connexion de droit à la prise sur des services généraux, souvent, une des problématiques, une des questions qui est posée, c'est finalement quelle est la réserve de puissance sur ce compteur. Donc, il existe un service donc, qui s'appelle le service Data Conso Elec, qui est disponible via le site enedis.fr, qui permet d'accéder aux données de consommation d'un compteur. Alors, ces données sont évidemment accessibles gratuitement pour le client et le client peut déléguer à un tiers l'accès à ces informations et je précise effectivement, ces accès sont aussi gratuits. Donc, au-delà du fait qu'on peut toujours lire effectivement des informations en lecture directe sur le compteur ou bien passer par la facture du fournisseur d'électricité, vous pouvez donc passer aussi par ce service Data Conso Elec avec une autorisation qui est déléguée par le client et un référencement possible qui permet d'obtenir toutes les données contractuelles et notamment la puissance maximale atteinte. Si on est en compteur Linky, vous avez la puissance maximale atteinte sur une période qui peut aller jusqu'à 1 an, la puissance souscrite, et lorsqu'on est en branchement individuel, la puissance de raccordement, voilà, qui est supérieure ou égale à la puissance souscrite. Alors, comme je l'ai dit, en parking d'immeuble, on peut soit faire un droit à la prise, soit mettre en place un équipement collectif. Nous, quand je dis nous, c'est l'ensemble de la profession recommande dans un immeuble collectif de réfléchir à une démarche collective et évolutive, puisque la problématique du droit à la prise, c'est que ça marche bien tant qu'on a une réserve de puissance sur le compteur des services généraux, mais ça peut être assez vite limité. Et donc, il est important d'inviter les copropriétés à mettre en place un équipement électrique qui permette de connecter, d'alimenter les bornes de recharge dans le parking progressivement. Alors, j'en profite pour préciser qu'un guide AVER a été récemment publié avec le soutien d'Enedis et de la FFIE notamment. Mais je pense que si l'AVER intervient prochainement dans un jeudi, je pense qu'ils ne manqueront pas d'en parler. Bon, ce guide, il précise quelles sont les questions à se poser pour mettre en place un équipement collectif. Je ne vais pas y revenir plus précisément. C'est donc l'AVER, il reviendra, je pense, dans la présentation du guide.
De la même manière, je ne vais pas trop m'appesantir sur les différentes solutions et configurations qui existent, que Jean-Qui en a parlé précédemment. Donc effectivement, toutes les configurations sont accessibles pour les clients. Elles ont chacune des avantages et des inconvénients, des particularités spécifiques. Ce qui est important, c'est vraiment, en tout cas nous, côté Enedis, c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'une copropriété nous contacte pour nous demander qu'est-ce qui est possible de faire, c'est dire prévoyez quand même un équipement collectif qui permette d'être évolutif et d'alimenter un certain nombre de bornes de recharge dans le parking et ne pas se limiter à ce qui pourrait être le plus facile, qui pourrait être de dire j'ai un peu de puissance résiduelle sur les services généraux, ça fera bien pour les 2-3 bornes à venir, sauf que sur une copropriété de 100 logements, il y aura statistiquement dans les 5 ans à venir 10 à 15 voitures électriques. Alors, selon les configurations que la copropriété va retenir, vous serez amené peut-être à demander des raccordements de nouveaux compteurs à Enedis. Donc, un petit rappel des démarches. Donc, il y a 2 portails raccordement. Alors, en attendant de les fusionner, de les faire converger, mais bon, l'histoire a fait qu'on a ces 2 portails qui cohabitent. On a le raccordement via Enedis Connect qui concerne les compteurs individuels jusqu'à 36 kVA. Donc, pour faire simple, les compteurs Linky, monophasés, triphasés. Et donc, effectivement, dès l'instant où vous modifiez un branchement, par exemple un compteur services généraux, ou bien si vous rajoutez un compteur de type un compteur principal IRVE dans un immeuble collectif, dès l'instant où il est inférieur ou égal à 36 kVA, vous allez passer par ce portail. Si en revanche, vous devez raccorder un besoin de puissance supérieure à 36 kVA ou modifier un branchement collectif, il faut dans ce cas-là passer par le portail raccordement dit marché d'affaires qui est accessible sur le site enedis.fr. Donc, je vous ai précisé les deux liens. Et je vous ai précisé aussi en dessous le mandat type raccordement qui vous permet d'être mandaté par le client, le bénéficiaire in fine du client qui est la copropriété, pour faire la demande de raccordement en son nom. Alors, j'ai coutume de dire que nous, notre posture côté Enedis, c'est lorsque le client, si la copropriété nous contacte avec un besoin qui n'est pas qualifié, c'est-à-dire elle ne sait pas ce qu'elle veut, en gros, elle sait qu'elle veut des bornes de recharge en parking, mais elle ne sait pas très bien ce qu'elle veut, on va l'accompagner pour lui expliquer toutes les solutions possibles. Et on va, nous, côté Enedis, estimer l'ensemble des solutions possibles de raccordement en chiffrant, par exemple, la création d'un PDL, la création d'un nouveau branchement, ou bien la création ou la modification d'un branchement collectif. Si en revanche le besoin client est qualifié, c'est-à-dire si la copropriété c'est exactement ce qu'elle veut, ou si elle a délégué ou si elle a confié à un opérateur le soin de créer son équipement collectif et que le besoin est qualifié, dans ce cas-là, il s'agit d'une traitement, d'une demande de raccordement entre guillemets classique, par exemple création d'un nouveau compteur de 36 kVA, et on instruit dans ce cas-là côté Enedis cette demande directement. Dans les 2 cas de figure, il y a toujours une visite technique qui se fait sur place pour identifier quelles sont les capacités techniques de la colonne. Déjà, est-ce que la colonne est ancienne? Est-ce qu'elle est évolutive ou non évolutive? Comment le parking peut être alimenté? Où se trouve le local technique dans lequel va pouvoir se placer les équipements et notamment soit le compteur, soit les différents matériels de distribution. Donc cette visite technique, elle est faite par Enedis ou par un prestataire mandaté par Enedis selon le cas de figure. Voilà. Une bonne pratique à ce stade, c'est de bien qualifier la demande avec le maximum d'éléments. Le plus vous pourrez transmettre de plans de masse, de photos, de schémas, et le mieux, ça facilite l'orientation, l'affectation de ces demandes et la désignation d'un chargé d'études qui va être plus ou moins, j'allais dire, expérimenté ou identifié en fonction du niveau de complexité de l'affaire. Un autre point de bonne pratique à avoir en tête, c'est d'intégrer le temps de décision de la copropriété. Donc, je pense que, alors j'enfonce peut-être des portes ouvertes parce que ce sont des choses que vous pratiquez très régulièrement, mais donc il y a le temps de l'AG avec des délais en amont et des délais en aval de l'AG qui sont des délais
administratifs qui dépendent du syndic. Donc en fait, nous, ce qu'on préconise pour éviter du délai et du temps et de la complexité, c'est plutôt de travailler en amont de l'AG sur des chiffrages estimatifs, de faire voter en AG un budget et ensuite de pouvoir finaliser des devis fermes et définitifs en aval de manière à bien coller par rapport au délai de validité des devis, puisque côté Enedis, vous savez, nos délais de validité de devis sont de 3 mois. Et donc, si on fait un délai en amont de l'AG, vu les délais de circuit de décision, en fait, on tombe vite sur des devis qui sont hors validité au moment où le client veut passer commande. Alors, après, c'est pas forcément gênant, c'est juste peut-être de réactualiser le devis, mais ça peut l'être. Et surtout, le fait de faire un chiffrage estimatif en amont de l'AG, ça permet à tout le monde de dépenser un petit peu moins de temps à formaliser les choses, quitte après à faire un devis précis en aval. On a souvent le circuit de décision aussi de la prime advenir, ça l'AVER pourra en parler aussi, qui intervient. Les copropriétés, pour passer commande, veulent aussi avoir un accusé-réception de la confirmation de la subvention advenir. Et donc ça, c'est des choses aussi intégrées dans le parcours de décision du client. Voilà, à noter aussi que sur Paris, il y a des aides complémentaires de la ville de Paris en complément des aides à devenir. Donc ça pousse quand même les copropriétés à faire un équipement collectif. Je terminerai sur les limites de prestations C1400, C1500, et ensuite je laisserai place à vos questions. Donc, ce qui est important à noter, c'est que ce soit pour la création d'un compteur ou que ce soit pour la création d'un branchement collectif, donc nous, Enedis, on va prendre dans le devis Enedis les ouvrages de distribution publique conformément à la C1400, donc fourniture, pose des matériels électriques, les SPCM, les câbles, les supports, les coffrets aussi, type CP2D, CP3D. Par contre, le client, lui, doit faire réaliser conformément à la C1500 des travaux annexes. Donc tout ce qui est percement de diamètre supérieur à 50 mm, tout ce qui est encastrement, support génie civil. Il y a tout ce qui est mise à disposition d'un local fermé pour lorsqu'on est en parking clos et couvert qui n'est pas boxé, qui est ouvert. Lorsqu'on est sur un compteur dédié services généraux IRVE, c'est la place de mettre ce compteur dans le local technique, la mise à la terre, et pour la création d'un PDL, une attestation de conformité consuelle pour la première mise en service du nouveau compteur, donc c'est l'attestation jaune. Donc, quelques points de vigilance, c'est que si on est sur des raccordements qui ne se font pas sur la colonne montante, mais qui se font depuis le réseau public de distribution, c'est tout à fait possible. On peut tout à fait, si la colonne n'est pas évolutive, plutôt que de refaire la colonne montante, refaire un branchement depuis le réseau public. Par contre, dans ce cas-là, les coffrets de coupure de protection collective et individuelle qui sont en limite de propriété doivent être impérativement accolés. Ça, c'est la C1400 qui l'exige. Donc ça, voilà, c'est un point à prendre en compte. Bien prendre en compte aussi les points de coupure IRVE dans les plans de prévention risque incendie. Évidemment, ces points de coupure IRVE doivent être au-dessus de la zone inondable. Et donc les terrassements en domaine privé sont à la charge du client lorsqu'on est sur des branchements individuels. Lorsqu'on est sur du réseau, là pour le coup, c'est pris par Enedis. Et puis un point quand même de vigilance, d'attention, c'est que on peut rencontrer dans certaines copropriétés des box fermées ou des garages. Et là, on peut avoir des fois des points d'éclairage qui sont pris sur les services généraux et des bornes de recharge qui peuvent être pris sur soit des alimentations spécifiques, soit des points de livraison autres. Donc, il est impératif d'avoir une seule source d'alimentation électrique au niveau du local. Donc, ça veut dire qu'il faut tenir compte de la reprise des autres usages lorsqu'on alimente des bornes de recharge dans un local fermé. Voilà. Après, j'ai quelques annexes, mais que vous aurez en téléchargement. Je préfère laisser la place aux questions si vous en avez.